C'est Benjamin Richard. Je vais vous parler aujourd'hui de cardiologie pédiatrique et surtout cardiologie congénitale. Alors, c'est un peu une présentation fourre-tout où on va parler de pas mal de choses. Et c'est surtout essayer d'acquérir les bons réflexes quand on est face à des situations avec des enfants ou de la cardiopathie congénitale, par exemple en garde, par exemple avec le BIP, par exemple en consultation. Alors, on ne va pas parler que de cardiologie congénitale, parce que je vais commencer par vous parler de la maladie de Kawasaki, donc qui est de la cardiologie acquise, pédiatrique, mais acquise et non congénitale. Et puis après, on verra un peu les grands concepts de la cardiologie congénitale, et puis les bons réflexes à avoir à l'âge adulte quand on est face à un patient qui souffre d'une cardiopathie congénitale, que ce soit en consul, que ce soit aux urgences. Alors, pour commencer, la maladie de Kawasaki. Pourquoi je vous en parle, la maladie de Kawasaki? Parce que nous, en tout cas, à l'hôpital, c'est un motif vraiment classique de demande, d'appel, d'avis par le bip cardio, que ce soit le jour ou la nuit. Alors, la maladie de Kawasaki, qu'est-ce que c'est? C'est une vascularite qui touche les artères de taille moyenne. L'étiologie, elle est inconnue. On ne sait pas exactement les mécanismes à l'origine de la maladie de Kawasaki. On sait quand même qu'il y a une part génétique. Ça survient pas chez tout le monde et il y a une part génétique. On sait que ça survient très souvent dans les suites d'une infection et qu'en fait, il y a une sorte de réaction immunitaire, immunologique qui est un petit peu exacerbée, qui est anormale dans les suites d'une infection. C'est bien plus fréquent en Asie et chez les patients d'origine japonaise. Ça touche plus souvent les garçons, ça c'est vraiment assez classique, plus souvent les garçons. Et puis l'âge, il est aussi assez classique, ça peut toucher un peu tout le monde, mais c'est vraiment très 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 souvent avant 5 ans et c'est jamais chez les tout tout petits. Donc en dessous de 4-5 mois, c'est vraiment très très atypique, très peu fréquent et à plus de 5 ans également très peu fréquent. Très souvent, on dit des garçons entre 5 mois et 5 ans. Donc la forme typique de la maladie de Kawasaki, c'est de la fièvre. C'est de la fièvre plus de 38 qui dure. Et cette fièvre, après, elle est associée à d'autres choses. Il y a les yeux rouges, la conjonctivite bilatérale, il y a la langue framboisée, c'est-à-dire que ça touche à la fois la peau et les muqueuses. Il y a les mains et toutes les extrémités qui vont avoir une phase rouge inflammatoire et ensuite une phase de desquamation sur les doigts, sur les orteils, assez classique. Et puis une éruption qui est un peu moins spécifique, qui est ce qu'on appelle un exanthème polymorphe, surtout au niveau du tronc, et puis pas mal de ganglions, notamment dans le cou. Ça, c'est la forme très classique, la présentation classique d'une maladie de Kawasaki. Je vous dis un mot sur une pathologie qui ressemble beaucoup à la maladie de Kawasaki, dont on parle un peu moins maintenant, mais dont on parlait beaucoup, c'est le PIMS. Le PIMS, en gros, c'est une maladie de Kawasaki, mais dans les suites d'un Covid. PIMS, ça veut dire syndrome inflammatoire multisystémique pédiatrique. Les symptômes, donc, ils sont vraiment très proches du Kawasaki. Il y a l'éruption, il y a la conjonctivite, il y a l'atteinte des muqueuses, il y a les adénopathies. Les modifications cardiaques dont je vais vous parler pour le Kawasaki, ce sont exactement les mêmes dans le PIMS. Alors la différence, c'est qu'il y a plus de présentation gastro-intestinale, il y a plus de signes neurologiques, c'est souvent moins bien toléré. Les PIMS, il y avait pas mal d'enfants qui arrivaient en état de choc cardiogénique, et surtout, à la prise de sang, on retrouvait des stigmates d'une infection par le Covid-19. Donc globalement, c'est un Kawasaki grave, un peu plus bruyant dans les suites d'un Covid. Donc l'atteinte cardiaque du Kawasaki, elle est assez classique et il faut savoir plusieurs choses. Déjà, c'est la principale cause de maladie cardiaque acquise chez l'enfant, hein. Donc on sort du domaine de la cardiologie congénitale, c'est ce que je vous l'ai dit, ce que je vous ai dit, mais dans le domaine de la cardiopathologie acquise, ça a supplanté maintenant le rhumatisme articulaire. Donc en un, c'est la maladie de Kawasaki. Le deuxième truc à savoir, c'est que ça ne donne pas que des atteintes coronariennes. Toute la phase inflammatoire initiale, ça donne plutôt des tableaux de myocardite, de péricardite, on peut avoir des atteintes valvulaires et des troubles du rythme. Donc ça, c'est souvent une demande qu'on a aussi pour l'analyse de la fonction systolique VG pendant la phase inflammatoire du Kawasaki. Et puis l'atteinte qui est plus classique, un peu plus tardive, c'est l'atteinte coronarienne avec des anévrismes des artères coronaires. Et le risque de ces anévrismes, c'est bien sûr les anévrismes géants qui peuvent soit s'ouvrir, rompre avec une tamponnade, soit se boucher, donc un risque de thrombose d'infarctus. L'anévrisme géant, il est défini par des artères coronaires qui sont à plus de 8 mm ou des Z-scores, donc je vais vous reparler, à plus de 10. C'est quoi les facteurs de risque d'avoir des anévrismes géants et des anévrismes qui se compliquent? C'est chez les garçons, chez les tout petits
qui ont une présentation initiale bruyante, en état de choc, avec une grosse inflammation, qui ont des anévrismes dès la première échographie, et le traitement du Kawasaki, ce sera aspirine plus immunoglobuline. Et il y a certains petits qui vont résister un peu à ce traitement par immunoglobuline, qui vont rester inflammatoires. Et ça, on sait que c'est un facteur prédictif d'atteinte coronarienne. Là, je vous dis un petit mot sur les formes atypiques de la maladie de Kawasaki, parce que ça peut être aussi une situation où on est appelé. Quand on est face à une forme typique, on nous appelle pour éliminer les complications. Mais quand on a une forme atypique, c'est-à-dire qu'il y a un peu de fièvre, mais il n'y a pas tous les autres symptômes, il y a des algorithmes qui calculent ça, et ben, des fois, on nous demande une échographie cardiaque, on nous demande un avis cardiologique pour rechercher des arguments d'atteinte cardiaque qui vont a posteriori affirmer le diagnostic de Kawasaki. Donc, dans les formes atypiques de Kawasaki, on peut être amené à voir les enfants pour trouver des arguments pour oui ou non retenir le diagnostic. Donc, je résume la place du cardiologue dans la maladie de Kawasaki. Eh ben, c'est soit pour avancer dans le diagnostic sur les formes atypiques, c'est ce que je viens de vous dire, ou soit pour éliminer des complications de cette maladie de Kawasaki, en pensant bien qu'il n'y a pas que les coronaires, il y a aussi la fonction systolique VG, le péricarde, les valves. Bon, l'examen, ce qu'on nous demande après, c'est classique, hein. Un examen classique, bien noter le poids et la taille, ça, ce sera important pour les Z-scores, pour ça que je le précise là, l'électrocardiogramme pour les recherches d'ischémie, l'échographie, notamment pour la visualisation des artères coronaires. Et après, là, je pense que je vous ai mis qu'il fallait faire du suivi quand l'atteinte coronarienne, elle était avérée. Voilà des images classiques de visualisation des artères coronaires, hein. Là, c'est des coronaires normales, mais je vous rappelle juste, hein, la meilleure vue pour voir les artères coronaires, c'est une parasternale petit axe, un peu au-dessus de la valve aortique. Celle qui part ici, c'est l'artère coronaire droite, qui part de la cuspe coronaire droite, c'est-à-dire la cuspe antéro-droite. Et là, la coronaire gauche qu'on voit là, on devine se diviser ici. Elle part de la cuspe antéro-gauche, la cuspe coronaire gauche. Je vous rappelle que là, c'est le tronc commun et que quand on voit la division, c'est l'IVA qui part devant et la circonflexe qui va partir là derrière. Là, le même genre de coupe avec la visualisation du tronc commun gauche. Les petites particularités sur les mesures des artères coronaires, c'est que les mesures se font de diamètre interne à diamètre interne. Donc, quand on la voit bien, on zoome à fond et on mesure sans compter les parois. C'est de diamètre interne à diamètre interne. Et les mesures, il faut tout le temps les indexer pour calculer des Z-scores. Donc ça, c'est valable pour les artères coronaires, mais ça valable pour toutes les mesures en cardiologie pédiatrique. On va sur Z-score, parameters, le site qui est bien fait pour cela. Je vous ai mis le lien. Ensuite, vous choisissez ce que vous voulez. Là, en l'occurrence, les artères coronaires. Je vous ai montré un peu comment ça se présente. Là, on rentre la taille, le poids, le sexe, l'âge de l'enfant, les mensurations des artères coronaires, et il nous donne des ABAC de Z-score en fonction de toutes les données que l'on a rentrées. Si vous voulez savoir la taille du VG chez le même genre d'enfant, vous cliquez là sur M-Mode et vous aurez aussi toutes les ABAC des mensurations classiques. Voilà pour la maladie de Kawasaki. Là, on va maintenant rentrer dans le domaine de la cardiologie congénitale. Et un des concepts très classiques en cardiologie congénitale, c'est le shunt gauche-droit. Alors, quand il y a un shunt gauche-droit, de quel genre de cardiopathie on parle? Il faut savoir qu'on différencie les shunts post-tricuspidiens qui arrivent après la valve tricuspide et les shunts avant la valve tricuspide. L'énorme classique des shunts gauche-droit après la valve tricuspide, c'est la CIV. Je vous en ai cité d'autres, le canal atrioventriculaire, le tronc artériel commun, on pourrait citer aussi le canal artériel perméable, mais en un, c'est vraiment la CIV. Les cardiopathie en cause dans les shunts pré-tricuspidiens, c'est la CIA. J'ai mis rarement symptomatique parce que vous verrez que ça ne donne pas du tout les mêmes genres de symptômes, le shunt, qu'il soit pré ou post-tricuspidien. Et là, je vous ai mis un petit mot sur le FOP. Le FOP, il n'a jamais de retentissement hémodynamique. Donc le FOP, on en parle comme d'un banal shunt gauche-droit qui n'aura jamais, jamais, jamais de conséquences. La seule conséquence du FOP, c'est quand le shunt s'inverse, qu'il devient droit-gauche et qu'il peut être responsable d'embolie paradoxale. C'est dans ces cas de figure-là qu'on peut être amené à les fermer. Les seules indications de fermeture de FOP, c'est sur des shunts droit-gauche chez des patients qui ont fait des AVC ou des embolies paradoxales.
c'est jamais des causes hémodynamiques de shunt gauche-droit. Jamais, jamais, jamais. Le FOP, hein, c'est pas un trou, c'est comme ça qu'on explique en cardiologie pédiatrique, c'est pas un trou, c'est un tunnel en fait. C'est juste un défaut d'accollement du septum primum sur le septum secondum. Et du coup, ça peut jamais faire des gros trous qui expliquent des gros shunts. C'est un défaut d'accollement, c'est un tunnel. Donc, on commence par ces shunts gauche-droit avec les shunts prétricuspides et on va surtout quasiment parler intégralement de la CIV. C'est quoi qui fait que ça va plus ou moins shunter beaucoup une CIV? C'est les pressions. Le shunt, ce n'est pas un jeu de pression, et c'est la taille et la localisation de la CIV. Pour le dire autrement, plus la CIV est grosse, moins le gradient sera élevé entre le VG et le VD. C'est-à-dire, et plus la pression dans le ventricule droit sera haute, moins il y aura de gradient entre le VG et le VD. À l'inverse, plus la pression dans le VD est basse, plus le trou est petit, plus le gradient de pression il sera très augmenté. C'est pour ça que les CIV qui soufflent beaucoup, ils ont un gros gradient de pression et elles ne sont pas graves du tout. On dit beaucoup de bruit pour rien. Au contraire, une grosse CIV qui va rapidement égaliser les pressions VG-VD, ça ne fera pas beaucoup de souffle à l'auscultation et c'est celles-ci qui sont graves. Alors, comment on estime les pressions dans le ventricule droit? C'est un peu ce que je vous ai dit. On prend la pression au brassard. La pression au brassard, c'est la même que la pression dans l'aorte. C'est la même que la pression dans le ventricule gauche s'il n'y a pas d'obstacle sur la valve aortique. Et la pression dans le ventricule gauche, on retire le gradient qu'on a calculé à travers la CIV et ça nous donne la pression dans le ventricule droit. Donc, plus le gradient de pression est élevé, plus la pression dans le ventricule droit, elle est basse. Ça, je précise, c'est en l'absence de lésion associée. On va voir s'il y a un obstacle sur la valve aortique, s'il y a un obstacle sur la valve pulmonaire, ça change tout ce calcul-là. On le verra un peu plus tard. Comment ça se passe dans la vie des enfants qui naissent avec une CIV? En anténatal, il ne se passe rien parce que les pressions à droite, elles sont aussi hautes que les pressions à gauche. Et puis, en plus, il y a des larges communications entre la circulation droite et gauche par un FOP, par un large canal artériel. Donc, il ne se passe rien du tout. À la naissance, c'est pareil, les pressions pulmonaires, elles sont encore élevées, donc il ne se passe pas grand-chose. C'est pour ça que parfois, les CIV, on ne les entend pas à la naissance. Par contre, progressivement, les pressions pulmonaires, elles vont baisser, et du coup, ça va augmenter le shunt du ventricule gauche au ventricule droit. La première phase, c'est une phase d'hyperdébit pulmonaire, où il va y avoir beaucoup de sang qui arrive dans les cavités droites. Ensuite, il y a un remodelage qui se fait sur l'artère pulmonaire, et ça va augmenter les résistances vasculaires pulmonaires. Et ces augmentations des résistances, ça va se transformer en une hypertension artérielle pulmonaire qui va être non fixée initialement, puis fixée, c'est-à-dire que malgré la fermeture de la CIV, malgré tous les traitements qu'on pourra donner, on ne pourra plus faire baisser cette hypertension artérielle. Antoine, tu sais comment je peux virer ça pour qu'on le... Pardon? Masquer le volet vidéo, peut-être. Non. Non. Tu peux. Ok. Donc, on a parlé sur ce shunt gauche-droit que ça avait comme conséquence un hyperdébit pulmonaire. Alors là, je vous fais un truc un peu pratico-pratique. Comment voir de l'hyperdébit pulmonaire en échographie cardiaque? Alors, l'hyperdébit pulmonaire, ça veut dire qu'il y a trop de sang qui passe dans la valve pulmonaire, dans l'artère pulmonaire et dans les poumons. Ce qu'on voit en échographie, c'est une augmentation du retour veineux pulmonaire. Si on se met bien sur l'oreillette gauche, on va voir qu'il y a beaucoup de sang qui arrive par les veines pulmonaires. Et ça se voit, on appelle ça un retour veineux pulmonaire généreux. C'est un bon signe en échographie d'hyperdébit pulmonaire. Les shunts post-tricuspidiens, comme la CIV, elles dilatent les cavités gauches. Ça, il faut le savoir. On dirait que les CIA, ça dilate les cavités droites. Les CIV, ça dilate les cavités gauches. C'est un signe d'hyperdébit pulmonaire. C'est une dilatation des cavités gauches. On mesure l'oreillette gauche, on mesure le ventricule gauche, et il peut apparaître une fuite mitrale, qui est bien sûr une fuite un peu fonctionnelle sur la dilatation du ventricule gauche. On peut tirer en Doppler continu dans la voie pulmonaire. Et malgré le fait que la valve pulmonaire soit jolie, l'artère pulmonaire soit large, on peut avoir un gradient d'hyperdébit sur la valve pulmonaire. On dit qu'on peut avoir jusqu'à 10-15 mm de mercure de gradient d'hyperdébit, alors que la voie pulmonaire est parfaitement jolie. C'est juste par le fait qu'il y a trop de sang qui passe dans cette voie pulmonaire.
Après, on peut faire le calcul du QP sur QS, qui est jamais très facile en échographie cardiaque, qu'il faut savoir remettre en cause. C'est un calcul de débit classique avec l'ITV sous-pulmonaire, l'ITV sous-aortique, la mesure des chambres de chasse. Et puis, il y a en dernier lieu l'hyperdébit pulmonaire qui entraîne une augmentation des pressions artérielles pulmonaires. Ce n'est pas l'hypertension artérielle pulmonaire fixée, c'est juste l'hypertension artérielle pulmonaire de l'hyperdébit pulmonaire. C'est la première phase de l'hypertension artérielle pulmonaire. Ça se résume sur ce tableau-là des classifications classiques des CIV. La CIV de type 1, c'est la petite CIV qui fait beaucoup de bruit à l'auscultation, mais qui est responsable d'absolument rien du tout, ni hyperdébit, ni hypertension artérielle pulmonaire. La CIV de type 2A, elle commence à faire de l'hyperdébit pulmonaire, et donc on a un QP sur QS qui s'élève, qui est supérieur à 2, mais qui n'a pas du tout d'hypertension artérielle pulmonaire. La CIV de type 2B, c'est le stade après, il y a à la fois de l'hyperdébit et on commence à avoir de l'hypertension artérielle pulmonaire, qui est de l'hypertension artérielle d'hyperdébit, qui n'est pas de l'hypertension artérielle fixée, et si on ferme la CIV, elle va régresser. Donc là, on voit l'hyperdébit pulmonaire, là, l'augmentation des pressions pulmonaires. Ça, c'est un stade qu'on ne voit plus, c'est le stade de Leisenmenger, c'est-à-dire l'hypertension artérielle pulmonaire fixée dans les suites d'un shunt gauche-droit, avec, cette fois-ci, il n'y a plus d'hyperdébit pulmonaire parce qu'il y a tellement d'HTAP que les pressions VG, VD se sont équilibrées, qu'il n'y a plus de shunt ventricule gauche, ventricule droit significatif, donc de l'HTAP, mais plus d'hyperdébit pulmonaire. Et ça, c'est une CIV un peu particulière, qui est soit une conséquence, une complication d'une CIV, soit une présentation dès la naissance, avec un shunt ventricule gauche, ventricule droit important, mais une protection des artères pulmonaires par une sténose pulmonaire. C'est ce que je vous disais, attention au calcul des pressions dans le VD et des pressions dans l'AP, ça peut ne pas être les mêmes s'il y a un obstacle. Donc là, la pression dans le ventricule droit, elle sera très élevée, mais la pression dans l'artère pulmonaire, elle ne sera pas élevée. Et donc, piège classique, il ne faut pas dire que la pression que l'on calcule par l'IT, c'est la pression dans l'artère pulmonaire. La pression qu'on calcule par l'IT, c'est la pression dans le ventricule droit. Elle peut être différente de la pression dans l'artère pulmonaire s'il y a un obstacle. C'est d'ailleurs une bonne nouvelle pour l'enfant qui pourra la supporter plus longtemps et en tout cas qui ne sera pas du tout dans les catégories d'hypertension artérielle pulmonaire. Ses poumons vont rester protégés. Les indications de fermeture de ces CIV, je vais vite. On voit là que la définition de la CIV symptomatique, c'est une surcharge des cavités gauches. On voit bien cavité gauche. S'il y a de la surcharge des cavités gauches et qu'il n'y a pas d'hypertension artérielle pulmonaire, globalement, on ferme. Il n'y a que ça à retenir sur cette partie-là. Ça, c'est des complications qu'on voit un peu classiquement à l'âge adulte, qu'on peut être amené à en voir en consultation de garde. Donc, c'est des choses importantes à savoir. Les CIV, ça peut se compliquer d'une fuite aortique, ça peut se compliquer d'une sténose médio-ventriculaire droite et d'endocardite infectieuse. Donc, pour comprendre les complications, il faut un peu savoir où elles sont, ces CIV. Les CIV qui sont en jaune, là, c'est les CIV très classiques, les CIV musculaires qui sont sur l'ensemble du septum trabéculé. Les CIV en rouge, c'est des CIV très particulières qu'on rencontre sur le septum d'admission qu'on rencontre dans la pathologie, qui est le CAV, très classiquement associé à la trisomie 21. Celles qui vont nous intéresser, là, c'est celles qui sont sous les valves aortiques et pulmonaires. On a la CIV périmembraneuse, qui est sous la valve aortique en regard de la valve tricuspidienne, c'est celle-ci. Et on a les CIV sous-artérielles ou infondibulaires, qui sont, on appelle les CIV de la voie d'éjection. Pour se repérer dans ces différentes CIV dont je vous ai parlé à la fin, c'est la coupe parasternale, petit axe. Celles qui vont être à gauche, ici, c'est les CIV périmembraneuses. Un petit point pour dire que la CIV périmembraneuse, elle peut s'étendre dans l'oreillette droite. C'est un peu un classique. On en voit fréquemment une CIV qui s'étend dans l'oreillette droite. Et toutes celles-ci, c'est les CIV périmembraneuses. Là, on sera face aux CIV infondibulaires, dans l'infondibulum du ventricule droit. Et là, c'est plutôt les CIV sous-artérielles. Toutes ces CIV-là, qui sont juste sous la valve aortique, elles peuvent se compliquer d'une insuffisance aortique. C'est ce qu'on appelle le syndrome de l'Aubry-Pezzi. Donc, le mécanisme de ça, c'est un effet Venturi qui va faire un prolapsus, surtout de la queue coronaire droite. Ça peut aussi être de la queue non coronaire.
Il faut savoir que les auteurs, maintenant, ils disent qu'il y a bien cet effet Venturi, mais il y a aussi un autre mécanisme qui est à l'origine de cette fuite sur la valve aortique, c'est qu'en fait, il manque un support au fond de la cusp aortique, et donc cette cusp, elle est plus lâche, elle va être plus sensible au prolapsus. Donc il y a à la fois l'effet Venturi, mais il y a à la fois un manque de rigidité au fond de la cusp. Voilà la valve aortique, le flux qui passe, l'effet Venturi à travers de la CIV et progressivement une fuite aortique qui va apparaître. Quand la fuite apparaît, elle ne peut plus régresser. Elle ne peut faire que s'aggraver, cette fuite. Et du coup, maintenant, on sait que dès qu'une fuite apparaît avec ce mécanisme de capotage de la cusp sur un lot de Pripetzi, c'est une indication chirurgicale. C'est ce que je vous ai mis là. Vous voyez, là, on n'est plus dans les indications de fermeture sur la surcharge, mais sur une CIV associée à un prolapsus de la cusp par l'obripèzie, indication de fermeture. Je finis l'algorithme des recommandations pour dire dernière indication de fermeture des CIV, c'est les épisodes d'endocardite infectieuse. Alors l'endocardite infectieuse, la CIV, ce n'est pas une pathologie à haut risque d'endocardite infectieuse. Par contre, en valeur absolue, il y a beaucoup d'endocardites sur des CIV parce qu'il y a énormément de CIV par rapport aux autres cardiopathies congénitales. Donc oui, ce n'est pas dans les cardiopathies à haut risque, mais par contre, il y en a quand même en valeur absolue pas mal de CIV qui se compliquent d'endocardite, et quand elles se compliquent d'endocardite, c'est une indication de fermeture. Je ne sais pas si j'aurai le temps de le dire à la fin, donc j'en profite pour vous le dire maintenant. Ce n'est pas parce qu'on n'est pas dans une pathologie à haut risque d'endocardite infectieuse qu'il ne faut pas faire de prévention de l'endocardite infectieuse. Les recommandations, elles disent qu'il ne faut pas faire d'antibioprophylaxie dans les pathologies à haut risque d'endocardite infectieuse pour les soins dentaires à risque. Ça, c'est ce qu'on sait. Par contre, ça ne veut pas dire qu'il ne faut pas insister sur l'hygiène bucco-dentaire, pas dire qu'il faut voir le dentiste tout le temps, etc., hein. Quand on dit prévention de l'endocardite infectieuse, on parle que de l'antibioprophylaxie, mais ce n'est pas tout à fait vrai. Et les patients qui ont une CVI, bien sûr qu'il faut leur parler de prévention de l'endocardite infectieuse. Pas d'antibioprophylaxie, mais oui de prévention. Les autres complications de la CIV, il y a les sténoses médio-ventriculaires droites. Je vais aller vite, une sténose, soit qui arrive dès la naissance, soit une complication progressive de la CIV qui va faire un espèce de bourrelet au niveau de la partie médiane du ventricule droit. Ça s'explore à l'auscultation parce que le souffle de CIV, il va se transformer en un souffle d'obstacle à l'éjection pulmonaire, qui n'est pas tout à fait le même. Et puis après, ce sera un jeu de Doppler pour savoir c'est quoi le gradient qui reste entre le VG et le VD, et c'est quoi le gradient qui apparaît entre le VD et l'AP. Parce que bien sûr, l'obstacle pulmonaire, ça va augmenter les pressions dans le ventricule droit, et du coup, ça va diminuer le shunt entre le ventricule gauche et le ventricule droit, puisque les pressions dans le ventricule droit vont augmenter. Ça, c'était juste pour vous parler des indications chirurgicales de la sténose médio-ventriculaire droite, mais aussi des obstacles sur la voie pulmonaire. En cardiologie pédiatrique et congénitale, on parle de sténose serrée quand il y a un gradient max supérieur à 64 mm de mercure entre le VG, VD et la P, ou quand il y a des pressions dans le ventricule droit systélique, pression systolique dans le ventricule droit à plus de 80 mm de mercure. Et il y a aussi une notion dont on parle souvent, c'est la pression dans le ventricule droit qui est supérieure à 2/3 de la pression dans le ventricule gauche. Vous voyez qu'on retrouve à peu près ces 80. S'il a 120 de pression artérielle systolique, ça fait bien 80 dans le VD. Il y a un peu cette notion de 2/3 qui existe, notamment chez les plus petits qui n'auront peut-être pas 120 de pression artérielle systolique. Et donc, l'indication chirurgicale, c'est la définition de la sténose serrée avec les symptômes. Un petit mot, mais ça, j'ai déjà fait une présentation sur les CIA, donc je vais vite. Juste pour vous dire, c'est des shunts gauche-droit, mais qui sont des shunts pré-tricuspidiens. Les shunts pré-tricuspidiens, ils ne fonctionnent pas du tout pareil. Ils vont dilater les cavités droites et pas les cavités gauches. Ils vont donner beaucoup moins de symptômes, et en tout cas des symptômes beaucoup plus tardifs, des symptômes qui sont plus frustes, plus difficiles à interpréter, qui sont souvent un peu d'intolérance à l'effort, apparition de palpitations, de troubles du rythme. Une notion très importante aussi, c'est que le shunt, cette fois-ci, il n'est plus du tout dépendant d'un gradient de pression. Parce qu'entre l'oreillette gauche et l'oreillette droite, il n'y a quasiment pas de gradient de pression. Le shunt, le déterminant de ce shunt, c'est la compliance des ventricules. Et donc, quand la compliance du ventricule gauche va diminuer avec l'âge, avec des troubles de la relaxation, ça va avoir tendance à augmenter le shunt OG, OD par la CI. Ça, c'est une notion importante à savoir parce que ça explique que certaines CIA ne sont pas symptomatiques dans la petite enfance et vont le devenir avec les troubles de la relaxation du ventricule gauche qui vont augmenter. L'autre chose à savoir aussi, c'est que quand il y a une vraie pathologie du ventricule gauche,
qui apparaît, qui est importante. Il faut se méfier de la fermeture de la CIA, qui peut être une soupape justement de l'oreillette gauche, qui va se vider un peu dans l'oreillette droite face à cette grosse dysfonction ventriculaire gauche. C'est l'algorithme décisionnel des CIA. Les CIA, ça donne de la surcharge du ventricule droit, j'insiste, hein, pas ventricule gauche comme les CIV, ventricule droit. Il y a les indications de fermeture sur les embolies paradoxales, ça c'est les CIA et les FOP. Et sinon, les indications, c'est surcharge du ventricule droit et absence d'HTAP. Il y a quelque chose qu'on voit souvent à l'âge adulte en cardiologie congénitale, c'est la discussion de la revalvulation de la voie pulmonaire. C'est vraiment un truc classique et ça concerne tous les enfants qui ont été opérés d'un obstacle sur la voie pulmonaire, très classiquement une tétralogie de Fallot ou une sténose valvulaire pulmonaire ou d'autres pathologies qui touchent la voie d'éjection droite. Ça, c'est un cœur de tétralogie de Fallot. Vous savez que maintenant, la tétralogie de Fallot, on n'explique pas les 4 anomalies à l'origine de la tétralogie de Fallot. La présentation moderne, c'est de dire que c'est une déviation antérieure du septum conal. Le septum conal, c'est celui-ci, et on dit en fait que la tétralogie de Fallot, elle est expliquée par une déviation antérieure qui explique les 4 anomalies de la tétralogie de Fallot. Bah, bien sûr, la déviation antérieure, ça vient un peu comment dire, comprimer, en tout cas rendre plus petite la voie d'éjection droite, et donc obstacle à l'éjection pulmonaire, l'hypertrophie ventricule droit qui est compensatrice de cet obstacle, le malalignement de septum qui explique la CIV, et la dextroposition de l'aorte qui se retrouve à cheval entre le ventricule droit et le ventricule gauche. Ces enfants, ils bénéficient d'une cure complète de tétralogie de Fallot à l'âge de 6-9 mois. Voilà un cœur réparé, la CIV, elle est bouchée, la voie pulmonaire, elle est réparée. Par contre, les chirurgiens, souvent, ils réparent la voie pulmonaire en mettant un gros tube qui n'est pas valvé, qui n'a pas de valve, ou ils ouvrent l'anneau pulmonaire, ils vont gratter les trabéculations dans la chambre de chasse du ventricule droit, et ils ont un beau résultat initialement, mais l'obstacle est transformé par une fuite. Et la présentation très classique à l'âge adulte, c'est d'avoir une grosse fuite sur la voie pulmonaire qui a été réparée et une dilatation progressive des cavités droites. L'évaluation de la fuite sur la valve pulmonaire, c'est jamais facile en échographie cardiaque. Ça, c'est l'évaluation un peu à l'ancienne, j'ai envie de dire. On se fixait sur les symptômes, sur la largeur des QRS à l'ECG. Quand les cavités droites elles se dilatent, il y a un bloc droit qui apparaît et qui est de plus en plus large. Et après, le diamètre et la surface du ventricule droit en ETT. Ça, c'est ce qu'on faisait, je vais dire, un peu avant. Et ça, vous allez voir que dans les recommandations et en pratique courante, ça a été pas remplacé, mais en tout cas, on est bien aidé par 2 autres types d'examens qui sont l'IRM cardiaque et la VO2. Vous voyez, dans les recommandations, ça apparaît très clairement pour savoir s'il faut revalver une voie pulmonaire. C'est une mesure objective de la diminution des capacités physiques à l'effort, donc en gros la VO2, et des mesures de dilatation du ventricule droit centrées par l'IRM, avec des ventricules droits que l'on accepte généreux. L'indication de revalvulation, c'est un volume télédiastolique du ventricule droit à plus de 160 ml par mètre carré. Et là, on retrouve ce que je vous ai dit sur la diminution objective des capacités physiques. Donc voilà les recommandations de revalvulation d'une voie pulmonaire, et donc une place très importante dans la tétralogie de Fallot à l'âge adulte, mais un peu dans toute la cardiologie congénitale, de l'IRM cardiaque et de la VO2. Quand on a pris l'indication d'une revalvulation de la voie pulmonaire, il y a 2 techniques. Il y a soit la chirurgie classique avec mise en place d'une homogreffe pulmonaire, soit maintenant de plus en plus des prises en charge interventionnelles par cathétérisme cardiaque. Initialement, on parlait de la valve Mélodie pour revalver les voies pulmonaires. Les premières valves Mélodie, c'est les années 2000. Maintenant, il n'y a plus beaucoup de valves Mélodie qui ont posé le problème de pas mal d'endocardites infectieuses. Elles sont supplantées par 2 types de valves, la valve Sapiens et une valve dont on parle beaucoup en ce moment, qui est la valve auto-expansible Vénus. Elle a l'avantage de permettre de revalver des voies d'éjection pulmonaire qui sont très larges, jusqu'à 36 mm de voies d'éjection. Parce que le plus gros problème de la revalvulation par voie percutanée, c'était les enfants qui avaient été opérés avec une voie, comment dire, avec un anneau qui avait été ouvert, avec un anneau pulmonaire ouvert, avec une voie pulmonaire qui s'ouvrait de plus en plus, c'est qu'ils avaient des grosses voies pulmonaires et que de façon percutanée, on ne pouvait pas faire tenir une valve. Donc souvent, on disait une première opération et après, éventuellement, une technique percutanée. Maintenant, parfois, ça se discute en colloque, etc. On peut, dès la première opération, avec ces grosses valves, parfois
revalver. On en est là. Qu'est-ce qui nous fait décider d'une technique ou d'une autre? Ben, c'est la taille de l'anneau pulmonaire, c'est comment avait été faite la correction initiale, et puis c'est aussi l'indication de la prise en charge rythmique, oui ou non. Ça, c'est une diapo qui résume un peu toutes les complications à l'âge adulte de la tétralogie de Fallot. Là, je vous ai surtout parlé de la fuite sur la valve pulmonaire. En deuxième grosse complication, c'est ce qu'on voit ici, c'est le risque d'arythmie ventriculaire. Et donc, les indications de prise en charge des arythmies ventriculaires, c'est les patients qui ont fait de la tachycardie ventriculaire, ils doivent bénéficier d'une ablation avant la revalvulation, parce que possiblement, les isthmes ne seront plus accessibles après la valvulation sous le stent qui contiendra la valve. Donc, si on a une indication d'ablation, il faut bien y penser avant de choisir la technique de revalvulation. Maintenant, la technique moderne, c'est dès qu'on est dans les clous pour une revalvulation de la voie droite, il faut discuter une stimulation ventriculaire programmée, plus ou moins une ablation. En gros, à chaque fois que le patient est un candidat pour la revalvulation, il faut faire l'exploration et la stratification rythmique. Ces patients, ils peuvent être aussi des candidats au défibrillateur automatique. Et là, je vous ai juste dit qu'un petit peu comme les techniques modernes de cardiopathie, il y a la place importante de l'IRM pour la stratification du risque rythmique de ces patients. Autre grand concept de la cardiologie congénitale qui arrive à l'âge adulte, c'est des patients qui ont une circulation de fond de temps. Une circulation de fond de temps, c'est une circulation que l'on propose pour corriger des patients qui soit ont un ventricule unique complètement unique, soit qui ont une cardiopathie congénitale grave qui va être corrigée comme un ventricule unique. C'est par exemple, ils ont soit un tout petit ventricule droit, soit un tout petit ventricule gauche, et après l'autre chirurgie, par exemple, pour l'hypoplasie du ventricule gauche, qui est un tout petit ventricule gauche, ils seront corrigés comme un cœur univentriculaire. Ces pathologies-là, initialement, c'est des patients qui sont cyanosés parce que tout se mélange dans une seule cavité ventriculaire. Donc, si tout se mélange dans les oreillettes, forcément, les enfants, ils sont cyanosés. Ça, c'est un cœur normal. Ça, c'est un cœur avec une circulation de fond de temps. Donc, je vais vous expliquer comment fonctionne une circulation de fond de temps. Là, on a les oreillettes qui se mélangent, un ventricule unique qui assure la circulation systémique en dessous de l'aorte, et une circulation pulmonaire en série de la circulation systémique qui fonctionne sans ventricule. Le premier geste, il est réalisé souvent à l'âge de 6 mois, c'est une anastomose entre la veine cave supérieure et l'artère pulmonaire droite. C'est cette anastomose-là. Dans un deuxième temps, vers l'âge de 3-4 ans, on complète la circulation de fond de temps avec la veine cave inférieure qui est anastomosée à cette artère pulmonaire également. On parle de circulation de fond de temps et pas de chirurgie de fond de temps parce qu'il y avait plein de techniques différentes. Des fois, c'est l'oreillette droite qui était anastomosée directement. Il y avait d'autres gestes. Maintenant, la technique la plus classique, c'est de mettre un tube en Gore-Tex extracardiaque entre la veine cave inférieure et l'artère pulmonaire. Et ça, c'est les différentes techniques chirurgicales sont regroupées sous le nom de circulation de fond de temps. Alors, qu'est-ce qu'elle pose comme difficulté, cette circulation de fond de temps? Eh bien, c'est une circulation qui est super fragile, parce qu'il y a un flux qui est non pulsé dans la circulation pulmonaire. S'il n'y a pas de ventricule pour compenser, ça veut dire que le flux il est complètement précharge dépendant. Dès qu'il y aura de l'hypovolémie, de l'hypotension artérielle, le flux pulmonaire ne sera plus alimenté. Dès qu'il y aura une résistance à l'écoulement, une augmentation de la post-charge, le flux il sera ralenti. Très sensible à l'arythmie. Et aussi, comme il n'y a qu'un ventricule, ce ventricule, il est extrêmement important. Et s'il y a un dysfonctionnement de ce ventricule unique, une fuite ou un obstacle sur ce ventricule unique, ce sera très rapidement répercuté sur la circulation droite. La complication principale de cette circulation de fond de temps, c'est les arythmies. Il y a aussi beaucoup de risques thromboemboliques avec beaucoup de patients qui sont anticoagulés et les atteintes droites. Comme il n'y a pas de ventricule à droite, beaucoup de stase côté droit avec des atteintes hépatiques, hypopisclées. Il y a maintenant des services d'hépatologie qui s'occupent spécifiquement de l'atteinte hépatique de la circulation de fond de temps. Il y a le docteur Hilleret, par exemple, à Grenoble, qui suit tous les patients qui ont une circulation de fond de temps.
Et la grande complication classique, c'était l'entéropathie exsudative liée à de la stase veineuse dans le tube digestif qui expliquait des états de malnutrition, des défauts d'absorption, etc. S'il y a un point à retenir sur la circulation de Fontan, nous, dans nos prises en charge classiques, c'est le caractère extrêmement urgent de la prise en charge de l'arythmie atriale. Ces patients, ils ne vont pas supporter du tout l'arythmie et ils devront bénéficier d'une cardioversion rapide. Il me reste quelques minutes. Allez. Le ventricule droit en position systémique, un autre grand concept de la cardiologie congénitale. Il y a deux cas de figure où on peut trouver un ventricule droit en position systémique. Il y a des patients qui sont maintenant un peu âgés, parce que c'est une technique qui a été faite jusqu'aux années 80, c'est une transposition des gros vaisseaux. Vous voyez que l'aorte, elle est située à droite de l'artère pulmonaire, c'est ce qu'on appelle une détransposition des gros vaisseaux, qui était une des techniques de réparation de cette transpo des gros vaisseaux, jusque dans les années 80, c'était le switch atrial, c'est-à-dire que la circulation, elle était rétablie en inversant la circulation des oreillettes. Ça faisait une circulation physiologique, mais ça laissait le ventricule droit en position systémique sous l'aorte. L'autre cas de figure où on a un ventricule droit en position systémique, c'est la transposition congénitalement corrigée, ou ce qu'on appelle la double discordance, c'est-à-dire oreillette droite, ventricule gauche, artère pulmonaire, et oreillette gauche, ventricule droit, aorte. La circulation, elle est physiologique, mais le ventricule droit, il n'est pas du bon côté. Comment on sait si c'est un ventricule droit ou un ventricule gauche, par exemple, dans une double discordance? Ce n'est pas si facile. On peut s'aider du décalage mitrotricuspidien. Le ventricule droit, il est classiquement quand même plus trabéculé. Il est quand même plus hypertrophié que le ventricule de morphologie gauche, parce que là, on ne parle pas de localisation, on parle de morphologie. Ce qui est bien aussi parfois, c'est la bandelette modératrice. Vous savez que le ventricule de morphologie droite, il est coupé dans son tiers supérieur par une grande bandelette modératrice. Ça permet des fois d'aider si c'est un ventricule gauche de morphologie droite ou de morphologie gauche. Le ventricule droit systémique, il pose des problèmes au long cours parce que c'est un ventricule droit qui n'est pas équipé pour affronter la circulation systémique au long cours. Et donc, la grande complication des ventricules droits en position systémique, c'est l'insuffisance cardiaque, avec une dysfonction du ventricule, avec une fuite sur l'aval, et aussi un grand risque de troubles de conduction et d'arythmie supraventriculaire. Je conclus sur les bons réflexes à avoir chez un patient qui arrive avec une cardiopathie congénitale. L'insuffisance cardiaque, c'est banal, on a parlé de choses un peu folles, de montage un peu compliqué, mais l'insuffisance cardiaque, ça reste la première cause de mortalité dans la cardiopathie congénitale, donc ça reste du classique. Quand il y a de l'insuffisance cardiaque, bien sûr, ça nécessite une réévaluation absolument complète. Sur les thérapeutiques, alors il y a quelques études prometteuses, par exemple avec l'Entresto sur le ventricule droit en position systémique, mais globalement, en cardiologie congénitale, on a très peu d'études par rapport à la cardiologie adulte. On essaye un peu le même genre de molécules avec un niveau de preuve bien moins fort. Les indications de resynchronisation sur les dysfonctions ventriculaires, elles existent également avec un niveau de preuve bien moins élevé. Et la greffe cardiaque, qui est parfois la seule chose à proposer, par exemple dans un cas de double discordance ou de circulation de Fontan qui va dysfonctionner rapidement. Il faut savoir que la greffe cardiaque, ce n'est pas un Eldorado. Déjà, pour personne, c'est un Eldorado, mais encore moins dans la cardiologie congénitale. Ça a bien été montré que le taux de réussite de la greffe cardiaque dans la cardiopathie congénitale, c'est bien moins bon. Le pronostic, il est plus sombre parce que c'est des enfants qui ont déjà été beaucoup opérés, donc le geste chirurgical, il est plus dur, l'anatomie, elle est parfois complexe. Il y a souvent des atteintes multi-organes avec des poumons ou le foie qui ont déjà été touchés. Ça, en 2 mots, c'est un tableau qui a été fait dans les recommandations. La rythmologie dans la cardiologie congénitale adulte, c'est vraiment quelque chose de majeur. Et on a un tableau qui résume bien tous les troubles du risque, de troubles du rythme ventriculaire et supraventriculaire, et tous les troubles de conduction chez ces patients atteints de cardiopathie congénitale. Vous voyez, on a parlé des enfants qui ont été corrigés d'une transpo des gros vaisseaux avec un switch atrial, qui ont un gros risque d'arythmie supraventriculaire. On a parlé, par exemple, de la tétralogie de Fallot, qui a un gros risque d'arythmie ventriculaire. On a parlé des ventricules droits systémiques, là, c'est la double discordance avec des risques de bloc auriculo-ventriculaire. On peut tout retrouver sur ces tableaux que je vous ai également résumés ici, qui peuvent bien nous aider en pratique courante. Pour finir sur les arythmies,
Les arythmies sur une cardiopathie congénitale modérée ou sévère, c'est une urgence. Il y a à la fois, c'est un marqueur évolutif de la maladie, donc attention, attention, et c'est un risque de décompensation cardiaque qui est majeur. En pratique, nous, c'est quelque chose qui arrive. Un patient qui a une cardiopathie congénitale avec, par exemple, un ventricule droit systémique, une circulation de fond de temps, un cœur univentriculaire, hospitalisation à l'USIC en urgence, ça va être très rapidement mal toléré. On l'hospitalise à l'USIC, on discute la cardioversion, on discute le transfert au CHU rapidement. Ça, c'est vraiment, s'il y a un truc à retenir peut-être de la présentation, c'est ça. Mais même si cliniquement, initialement, ils ne sont pas trop mal, moi j'en suis pas. C'est un virus, c'est une tricyclotricus tricuspide. Quand il se plante en tachycardie atriale, il n'est pas si mal que ça. Il ne faut pas se leurrer. Moi, je me dis à lui, en général, il est choqué dans le cardiaque qui suit. Emmanuel dit attention à la présentation clinique chez ces jeunes qui tolèrent souvent très bien. Et non, donc, il ne faut pas s'amuser de dire oh, bon, c'est vrai, il est pas mal. On va le renvoyer chez lui. Le temps de venir, vraiment, il faut se méfier. C'est en fait, j'ai énervé dans les calculs. Donc, il faut être très, très prudent. Même si cliniquement, les gens n'ont pas l'air si mal que ça. Sur la cyanose chronique, un seul mot, on en voit quand même de moins en moins, mais il y en a quelques-uns. S'il y a un message, un patient qui est hospitalisé en cardiologie, qui a une cardiopathie congénitale, qui est connu pour être cyanosé, on ne se jette pas sur la saignée, ça ne se fait plus. Les seules indications de saignée, c'est une hématocrite supérieure à 65, une hyperviscosité qui est symptomatique, et une fois qu'on a éliminé une déshydratation, une carence martiale. En gros, ça n'existe plus. Donc, s'ils ont 20 d'hémoglobine, on ne se jette pas sur la saignée. C'est quelque chose qui est souvent mal supporté, qui ne sert à rien. S'il y a un mot à retenir sur la cyanose chronique, c'est on ne fait plus ou quasiment plus jamais de saignée. J'accélère un peu, pardon. L'endocardite infectieuse, j'en ai déjà dit un mot. La définition des patients à haut risque d'endocardite infectieuse, elle a quand même été à peine modifiée. C'est tous les patients qui sont porteurs d'une prothèse valvulaire, y compris les valves percutanées, et y compris les patients qui ont bénéficié d'une plastie avec mise en place d'un anneau. Il y a aussi ceux qui ont un antécédent de I, la cardiopathie cyanogène, et ça aussi une population qu'on voit de plus en plus, ceux qui ont été réparés par du matériel prothétique, fermeture de CIA, fermeture des CIV, pendant 6 mois, le temps que tout se réendothélialise. Et s'il n'y a pas de chinte résiduelle, s'il y a un petit chinte résiduel en bordure de patch, eh ben ça reste une catégorie à haut risque. Qu'est-ce que ça nous dit la pathologie à haut risque? Ça veut dire qu'il faut faire une antibioprophylaxie s'il y a un geste dentaire à risque. Les gestes dentaires à risque, c'est s'il y a une atteinte pulpaire, en gros. Et la prévention, l'antibioprophylaxie, ce n'est pas la même chose que la prévention de l'endocardite. La prévention de l'endocardite, on continue à la faire chez les patients qui sont à risque, modéré et à bas risque. Attention. Pour finir, je vous dis juste, ça c'est une situation qui arrive aussi, mais il faut que j'accélère un peu, c'est la cardiopathie congénitale et la grossesse, pour vous dire que c'est une situation classique, ça arrive, ça pose des questions un peu difficiles parce qu'il y a à la fois le risque de récurrence pour le fœtus, il y a à la fois le risque de décompensation cardiaque pour la maman, et il y a à la fois l'évaluation du risque de la naissance, de l'organisation de la naissance, etc. Nous, le message un peu important, c'est qu'il existe une classification pour savoir si la grossesse elle est à risque ou pas. C'est la classification WHO. Qu'est-ce qui fait que la grossesse elle est à très haut risque? C'est les obstacles gauches. C'est les obstacles gauches qui sont mal supportés pendant la grossesse, que ce soit coarctation, obstacle aortique, obstacle mitral. C'est la dysfonction ventriculaire et c'est l'HTAP. Globalement, c'est vraiment les pathologies dont il faut beaucoup se méfier pendant les grossesses. Une CIA, une fuite sur une valve mitrale, c'est des choses que l'on va suivre et qui sont beaucoup, beaucoup moins à risque. Je vous répète, les obstacles gauches, la dilatation de l'aorte, la dysfonction ventriculaire et les hypertensions artérielles pulmonaires. C'est à peu près tout. Je compléterai sûrement par une autre présentation sur les bons réflexes à avoir, cette fois en cardiologie pédiatrique pure, par exemple à la naissance, par exemple dans la toute petite enfance, quels sont les patients à suivre, pas à suivre, c'est quoi les réflexes à avoir à la maternité quand on est appelé. Ce sera un petit peu genre cardiologie pédiatrique en garde, et ça, je vous ferai une présentation dans quelques semaines sur ce sujet complémentaire.